Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Floraison, un podcast pour une résistance écologiste, féministe, libertaire et antiraciste. Des stagiaires en balade. À Saint-Martin-le-Vinoux, dans l'agglomération de Grenoble, il y a une parcelle d'environ 5000 m², les jardins de la Buisseratte. Cet îlot de nature, au milieu du béton, est utilisé par les habitants et habitantes des résidences populaires. Oui, mais voilà, la métropole doit s'étendre. En 2012, le maire monte un projet immobilier pour construire 4 immeubles à la place des jardins. En 2019, les habitants s'organisent. Pétitions, manifestations, sensibilisation, recours en justice, etc. pour éviter la destruction. Depuis plusieurs semaines, 7 personnes subissent la répression pour avoir tenté de défendre les jardins. Elles ont été mises en examen pour association de malfaiteurs, groupement en vue de commettre des dégradations et intrusion sur un terrain privé en vue d'y habiter. Dans ce contexte, Floraison est co-signataire d'une tribune de soutien pour leur témoigner notre solidarité, ainsi qu'à toutes les personnes qui se battent pour la défense du vivant. Et c'est pourquoi ce vendredi 11 décembre, nous assistons à la conférence de presse organisée devant le palais de justice de Grenoble, pendant laquelle vont s'exprimer des membres du collectif Avenir des Terres, du collectif Anti-Répression 38, de France Nature Environnement, des Citoyens pour le Climat Grenoble, de 2 personnes mises en examen et leur avocat, et des habitants du quartier. Et là pour commencer, moi je suis du collectif Avenir des Terres qui a participé à la défense des jardins de la Buisseratte. Je voulais juste faire un petit point là-dessus. Donc rappelez que la destruction des jardins de la Buisseratte a eu lieu le 2 novembre. Il y a eu 35 arbres fruitiers qui ont été arrachés, mis en tas et évacués comme des déchets. La terre des jardins a été retournée, chargée dans des camions par des tractopelles, elle a été vendue. Donc c'est de la terre végétale, ça se vend. Et ensuite le terrain a été artificialisé. Donc des films d'étanchéité ont été déroulés sur le sol, puis recouverts de gravier. Voilà, là il n'y a plus rien qui poussera, c'est sûr, et viendront ensuite les constructions des immeubles. Dans cette opération immobilière, c'est le promoteur Cogedim qui va encaisser les bénéfices, mais c'est un ensemble d'acteurs publics qui permettent ça. Donc la mairie de Saint-Martin-le-Vinoux, Alpizer Habitat, qui est un bailleur social, la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement public foncier local. Et on voulait faire une mention toute particulière là-dedans pour la métropole de Grenoble, donc grande championne du greenwashing, qui n'hésite pas à faire du marketing vert tout en laissant détruire les dernières terres cultivables de l'agglomération. Voilà, donc nous, notre réflexion, c'est que tant que les décideurs politiques seront guidés par des logiques capitalistes, la nature continuera à être détruite. Et voilà, c'est affligeant de constater qu'une des métropoles qui se dit les plus écolos de France considère que les derniers terrains non bétonnés, c'est une réserve financière et pas un bien commun à protéger. Voilà, merci. J'interviens pour le CAR 38, c'est-à-dire le collectif anti-répression du département. Le gouvernement français, les gouvernements français, depuis 50 ans, n'ont pas attendu une nouvelle loi sécuritaire telle que la loi de sécurité globale de M. Darmanin pour utiliser la police au service d'une politique de ségrégation dans les quartiers populaires et faire vivre à leurs habitants un véritable enfer. Ils n'ont pas attendu non plus pour prêter des intentions malfaisantes à des militants et des militantes pour juger des intentions supposées plutôt que des faits. Le 3 septembre dernier, 6 personnes ont été arrêtées dans les jardins ouvriers de la Buisseratte à Saint-Martin-le-Vinoux. Ces jardins, qui appartenaient à la SNCF, ont été entretenus pendant des décennies par les habitants du quartier. Aujourd'hui, des promoteurs immobiliers les ont détruits et il ne reste qu'un désert poussiéreux. Une 7e personne a ensuite été arrêtée. Depuis 3 mois, ces jeunes gens sont mis en examen pour association de malfaiteurs alors qu'ils s'étaient rendus dans ces jardins une nuit pour les visiter. Certains d'entre eux ne se trouvaient d'ailleurs que dans la rue et n'ont commis aucune infraction. Tous subissent un contrôle judiciaire strict, ont vécu un couvre-feu et un confinement répressif avant l'heure, ayant interdiction totale de se voir, comme si ces jeunes étaient de dangereux malfaiteurs qui risqueraient de commettre de nouveaux méfaits. En réalité, ils ont été jugés et condamnés avant l'heure. Des amitiés, des rêves, des dynamiques de progrès pour la société ont été cassés.
La semaine prochaine, leurs avocats vont déposer une demande de nullité de procédure pour faire cesser cette mascarade tragique et requalifier les faits. L'enjeu pour le pouvoir est bien plus de dissuader des jeunes gens de s'organiser contre des projets destructeurs et de poursuivre sa marche en avant sécuritaire et autoritaire. Une tribune sort actuellement, co-signée par une trentaine d'associations, syndicats et organisations pour les soutenir face à ce déni de justice dont ces 7 jeunes personnes sont l'objet. Pour que cessent immédiatement ces mesures destructrices et injustes qui leur sont appliquées, pour que dans un premier temps, une trêve des confiseurs pendant les fêtes de fin d'année pour Noël leur soit accordée. Ils bénéficieraient ainsi du droit commun, ce qui est déjà très dur pour tout le monde. Et le pouvoir aurait ainsi l'occasion de montrer qu'il est capable d'entendre la souffrance de la population, dont il est, après d'autres, il est vrai, responsable, mais pleinement responsable. Et cela commence à se voir dans la société. Nous serons toujours là pour les 7 d'aujourd'hui et pour toutes les autres victimes de la répression qui s'exerce à l'encontre des militants, des honnêtes gens et de la jeunesse. Merci. Moi, je suis Francis Audier de France Nature Environnement. Je vais parler de justice et d'écologie. Donc, le mouvement des Gilets jaunes a popularisé une idée qui devient une évidence. Il n'y aura pas de progrès écologique ou de lutte contre le réchauffement climatique sans justice sociale. Donc oui, nous avons besoin de justice et de justice absolument dans tous les domaines. Or, ici, les 7 que nous soutenons subissent une injustice cruelle. Ils sont condamnés avant jugement dans le but d'intimider et d'étouffer dans l'œuf toute volonté de contestation. Donc à France Nature Environnement, nous connaissons bien la faiblesse et parfois la complaisance du pouvoir vis-à-vis des délinquants environnementaux. C'est ce qui rend encore plus fort et inacceptable l'injustice qui est présente ici. Et je pourrais en donner plusieurs exemples. En Lot-et-Garonne, loin d'ici, mais c'est le même pays, des agriculteurs, des notables locaux, dont le président de la Chambre d'agriculture, ont construit illégalement un barrage et une retenue d'eau de 20 hectares. Des travaux ont été réalisés au vu et au su de tout le monde, malgré une décision du tribunal annulant l'autorisation du projet. Les faits ont été commis en 2018-2019, l'État est resté passif. Et à ce jour, malgré une condamnation en première instance, les responsables ont gardé leur mandat, n'ont pas subi la moindre contrainte et l'État étudie comment régulariser l'ouvrage. Et pendant ce temps-là, ici, les 7 sont soumis à un contrôle judiciaire très dur pour une intrusion sur un terrain privé. L'engagement pour l'écologie, ou plutôt tout simplement pour le vivant, pour la vie, demande, selon les circonstances, de multiples modalités d'action. Un des pionniers de l'écologie, Henri-David Thoreau, fut aussi un des premiers à légitimer la désobéissance civile lorsque la conscience et le sentiment profond de ce qui est juste l'imposent. Nous en sommes là. Merci, salut et fraternité aux 7 qui ont eu le courage d'agir selon leur conscience pour un vrai progrès commun. Donc les tendances que suit la France en termes de gestion de l'ordre, des droits de la manifestation et des droits de l'information nous inquiètent vraiment. Les citoyens pour le climat de Grenoble se sont donnés pour mission d'informer sur le climat et la biodiversité et d'organiser des événements publics sur l'environnement et les luttes environnementales. Notre expertise n'est pas infinie et pour rester pertinente, nous sortons très rarement de ces thématiques en considérant que d'autres collectifs existent pour aborder les autres sujets. Dans ce contexte, nous avons longtemps hésité à commenter ce qu'il faut objectivement appeler les graves dérives autoritaires de l'État français. Non pas qu'elles ne nous inquiètent pas, mais parce que ce n'était pas notre domaine de compétence. Oui, mais notre raison d'être est d'organiser des manifestations publiques pour lesquelles nous interagissons précisément avec les forces de l'ordre, pour lesquelles nous interpellons précisément la presse. De fait, nous sommes concernés quand les devoirs des premiers sont réduits et quand les droits des seconds diminuent. Notre capacité d'action s'en trouve affaiblie d'autant. Nous ne parlons pas uniquement ici de cas théoriques. Les actions
locales menées par des associations amies sur les sites de Nerpic et de la Buissrat ont fait l'objet d'une répression policière et judiciaire injustifiée, allant de l'utilisation abusive de gaz lacrymogène à une surveillance judiciaire démesurée à l'encontre de plusieurs militants écologistes. La gravité des mesures de rétorsion, absolument pas justifiées par les faits qui leur sont reprochés, témoigne de l'ambiance instaurée par les arbitrages systématiquement répressifs de ces gouvernements successifs. Les forces de l'ordre savent qu'elles ont toute latitude pour décourager l'expression des mécontentements, et elles le font. Tous ces faits s'accumulent et s'additionnent, créant à chaque fois de dangereux précédents, repoussant toujours plus loin notre effarement. Soyons clairs, ce sont des agissements et des faits qui n'existent que dans des régimes autoritaires. Nous continuerons d'organiser des manifestations pacifiques et de transmettre de l'information de qualité, mais sachez que ce type de loi, de déclaration et d'attitude nous rendent la tâche chaque jour plus difficile. Ces agissements qui ont un but bassement électoraliste, terriblement court-termiste, rongent durablement le pacte républicain et le contrat social. En tout cas, il y a plusieurs voisins des jardins qui sont venus en soutien aussi aux militants mis en examen. Donc c'est en tant qu'habitante de Saint-Martin-Pinou, proche des jardins qui existaient. Et c'est vrai qu'on a pu mobiliser plus de 300 personnes déjà sous forme de pétition, des gens du quartier qui demandaient un espace déjà pour pouvoir donner leur avis par rapport à ces constructions qui étaient prévues et surtout exiger qu'il y ait de la verdure parce que c'est construit de partout et il n'y a pas d'espace pour respirer, je dirais. Donc cette idée de faisons les choses dans les quartiers avec les habitants, la démocratie et imposons des niches de verdure et puis gardons ce qui existe parce que c'était quand même une richesse extraordinaire avec de la terre pleine qui existait depuis longtemps. Donc c'était quelque chose à enrichir au contraire vu le contexte écologique que l'on connaît. Donc si on veut faire rêver la jeunesse, si on veut faire vivre les gens bien humainement dans les quartiers, aujourd'hui il y a besoin de maintenir des projets qui soient à hauteur humaine et selon les besoins et les désirs des habitants. Je veux dire, on ne peut pas être effectivement accusé de défendre des terrains comme ça. Donc c'est condamnable. Je veux dire, l'association condamne complètement le fait qu'il y ait des jeunes qui soient inculpés pour avoir été présents et avoir défendu avec les habitants ce droit légitime à la nature et à dire leurs mots, quoi. Donc on est de tout plein cœur avec eux. Moi c'est Anthony. Et moi Agathe. Moi j'ai 26 ans. Moi j'ai 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour vous en ce moment? Je crois qu'il y a un contrôle judiciaire strict. Oui, effectivement, il y a un contrôle judiciaire strict. C'est vrai qu'avec le confinement, le côté assignation à résidence est passé plus inaperçu. Mais pour moi, le plus dur, c'est vraiment de ne pas pouvoir entrer en contact ni voir les autres mises en examen. Voilà, c'était des gens qui comptaient vraiment beaucoup pour moi, avec qui j'avais créé beaucoup de liens. Et du jour au lendemain, de ne plus pouvoir leur parler, savoir comment ils vont, comment ils vivent ça, eux de leur côté, c'est assez difficile. Je crois qu'il y a l'interdiction de vous voir, mais du coup là... alors oui, petit nœud juridique qui était dû au fait qu'on était sur le même bail au moment des arrestations.
Et donc la justice ne pouvait pas à la fois nous assigner à résidence et nous interdire de nous voir. Donc voilà. Vous avez été arrêté au même moment ou alors il y en a un qui est le 7e, parce que le 7e a été arrêté plus tard. Non, oui, c'est moi le 7e du coup. Et du coup, ouais, ils ont rouvert le dossier à mon avis un mois plus tard, donc début octobre, et ils sont venus faire une perquisition le 5 octobre, je crois. Et donc ils m'ont mis en examen, ils m'ont mis en garde à vue. J'ai fait une audition devant la juge, après être passé devant la police judiciaire, et puis j'étais mis en examen comme les autres, quoi. Sauf qu'il y avait ce truc de « Ah mais vous habitez avec une autre personne mise en examen, comment on va faire ?» Du coup finalement, nous on peut se voir. C'était dur. Moi, c'était ma première garde à vue. J'étais très déboussolée. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait et ce qui nous arrivait. Le fait qu'on parle d'association de malfaiteurs, au début, ça m'a paru complètement absurde. C'était impensable d'être jugé pour association de malfaiteurs. Et c'est ensuite que j'ai compris que en fait, ça se passait vraiment. Et on nous a dit, le procureur de la République est venu nous voir personnellement. Moi, je me souviens qu'ils me disent qu'ils avaient contacté le parquet antiterroriste de Paris. Voilà, je pense que ça ferait peur à tout le monde. Mais oui, j'ai passé beaucoup de temps à pleurer, à me demander ce qui m'arrivait. Et après, c'est redescendu, notamment grâce aux avocats et au fait qu'on commençait à dire qu'on était là pour les jardins. Et du coup, on est sorti et le passage devant la juge, c'est à ce moment-là qu'elle énonce le contrôle judiciaire et notamment cette interdiction de se voir. Et là, ça a été un deuxième coup dur pour moi. J'avais l'impression que c'était un peu fini, qu'on allait passer à autre chose. En tout cas, que j'allais réussir à aller de l'avant. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça allait mettre du temps parce que ça allait vraiment être des semaines et des mois difficiles, surtout dû au fait de ne pas pouvoir voir les autres. Et plein d'incertitudes aussi sur les jardins, du coup l'interdiction d'aller à Saint-Martin-de-Binoux, donc aussi cette rupture nette avec cette lutte qu'on aimait et ces jardins qu'on chérissait, sur lesquels on avait envie de faire des choses. Et là, pareil, du jour au lendemain, plus de possibilité de suivre cette lutte-là ou seulement à distance, avec quand même l'intuition que ça va aller de mal en pis, parce que là la répression est très dure et du coup la répression que les copains qui sont encore sur cette lutte-là vont subir va être dure aussi et qu'ils lâcheront pas l'affaire, quoi. Ça va être détruit. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question pendant cette garde à vue ? Des questions sur pourquoi on était là, des questions sur le déroulement aussi de cette nuit-là, ce qui s'était passé, sur la manière dont les décisions avaient été prises. Je pense que moi j'avais l'air un peu vulnérable, je pleurais beaucoup, je suis une fille. Je me souviens dans les couloirs qu'on me dise ah mais on sait que c'est pas vous qui avez fait ça, qu'il y a quelqu'un qui est derrière tout ça, que vous vous êtes laissé entraîner. Et une espèce d'incompréhension de comment ça fonctionne en fait, les luttes militantes écologistes. En tout cas j'ai l'impression, nous, comment on fonctionnait notre groupe, avec plutôt des décisions collectives, quoi. Et donc voilà, sinon oui, des questions sur comment on avait eu telle ou telle idée, à quel moment c'était venu, des questions sur les jardins, sur est-ce qu'on connaissait telle ou telle personne. Voilà. On s'est fait arrêter 3 gars, 3 filles du coup, le soir où on s'est fait arrêter. Mais voilà, je sais pas. Un truc qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'à la base, la police y pensait avoir trouvé des saboteurs, saboteuses incendiaires qui étaient là en fait pour faire sauter une antenne relais qui était en fait pas très loin des jardins. Et c'est ça aussi qui a créé une sorte de bulle au sein de la justice qui s'est dit ça y est, on tient des gens qui font des sabotages à Grenoble depuis un moment. Et en fin de compte, ils ont en regardant un petit peu dans le dossier, on comprend qu'ils ont assez rapidement compris que c'était pas nous, quoi. Mais malgré tout, on a continué à être... la mise en examen a perduré, et puis gros contrôle judiciaire, alors qu'en fait le dossier est totalement vide. Enfin, concrètement, on nous reproche d'avoir marché dans un jardin. Et je pense que c'est quand même un élément important. Et du coup, il y a eu des questions là-dessus pendant
La police nous a demandé nos liens avec le mouvement anarcho-libertaire, des choses comme ça. Aujourd'hui, une partie du jardin est détruite, les arbres, la terre. Vous, aujourd'hui, c'est quoi votre souhait ou votre objectif? Pour les jardins? Oui. C'est dur d'avoir des objectifs sachant qu'on ne peut pas y aller et qu'en plus, on est un peu coupé de cette lutte-là. Je dirais que c'est important de faire connaître cette histoire-là, d'essayer de mettre ceux qui ont décidé ça face à leurs incohérences, sachant que par ailleurs, on fait du greenwashing à gogo, on raconte que les espaces verts c'est important et de l'autre côté on détruit des jardins ouvriers avec une terre superbe, plein d'arbres fruitiers. Donc oui, plus on en parle, mieux c'est, je pense, pour essayer de faire connaître ce qui s'est passé là-bas, quoi. Après, du côté des habitants de Saint-Martin-le-Vinou, eux, ils sont jusqu'au boutiste et ils considèrent que le jardin il a été détruit, mais les immeubles ne sont pas encore construits. Et au-delà de la problématique de l'artificialisation des sols, cette lutte elle était ultra importante aussi parce que au-delà de ça, en fait, il n'y a aucun espace commun, il n'y a pas de commun dans ce quartier. Il restait ce jardin qui avait un potentiel incroyable pour ça, en termes de lien avec la nature et de lien entre les gens, quoi. Et donc là, le lien avec la nature, c'est foutu pour les prochaines années, c'est sûr, mais en soi, ça reste un espace qui pourrait être rendu aux habitants, quoi. Mais bon, a priori, le maire de Saint-Martin-le-Vinou, Sylvain Laval, il n'entend pas trop de cette oreille-là, et donc à voir. Mais moi, ce qui pourrait me rester comme espoir, c'est que ce projet-là, il tombe à l'eau et que ça soit un espace qui soit rendu aux habitants, et pourquoi pas reconstruire un jardin, ramener de la terre qu'ils ont vendue et qu'ils ont exportée. Mais bon. Le maire refuse tout dialogue? Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Il y a eu un changement de maire depuis le début de la lutte, et ils sont sur la même ligne, une ligne où ils communiquent pas, ils répondent pas tellement à nos sollicitations. C'est le seul moment où ils sont confrontés à nous, qui disent qu'ils vont peut-être nous recevoir, mais non, c'est la démocratie aujourd'hui, quoi. Au moment où ils ont besoin de communiquer sur le fait qu'ils sont des vrais démocrates, ils disent, là je crois que le maire, au moment où il y a eu le terrassement des jardins, au moment où il y a eu le terrassement des jardins, la mairie de Saint-Martin-le-Vinou a annoncé le fait qu'ils allaient lancer une sorte de budget participatif dans la ville, un peu sur le modèle de Grenoble, je crois. Du coup, au moment où il détruit un des vœux citoyens les plus forts, à côté de ça, il dit regardez, on fait de la démocratie locale. Si vous avez des choses dont vous avez besoin, des envies, on va mettre en place des choses démocratiques, on va faire de la concertation, tout ça. Donc voilà, ça fait un peu non-sens, quoi. Alors sur ce que nous on a vécu, je sais pas, mais sur la lutte pour les jardins de la Busseratte, ce que moi je retiens très clairement, c'est que les pouvoirs publics jouent un double jeu, quoi. Ils ont un volet très communicationnel où maintenant ils sont obligés de jouer avec l'écologie, quoi. Ils peuvent pas faire sans l'écologie, donc il y a un discours écologique qui est assez développé. Et par ailleurs, dans le concret, dès qu'en fait il y a une vraie occasion de faire de l'écologie, les personnes qui se mobilisent pour ça sont on essaye un maximum, de les museler, mais dans l'autre sens, on leur donne, ils n'ont aucun moyen en fait de se faire entendre, et à un point tel que du coup on en vient à enfreindre la loi pour défendre ce qui fait sens, quoi. Et donc après on se retrouve à être des malfaiteurs, alors qu'à la base c'est quand même, on est quand même là pour sauver des jardins, quoi. Ce qui est vraiment pour le coup la question de l'artificialisation des sols, qui est un gros volet des engagements de la métropole, quoi, avec le plan local d'urbanisme, tout ça. Donc je dis une chose et je fais le contraire, quoi. Donc se méfier de l'hypocrisie et des belles promesses. Bah oui, mais pour moi il n'y a pas de c'est pas possible d'avoir la confiance quand il y a autant d'enjeux contradictoires, quoi. La métropole, elle a pour objectif, j'ai l'impression, de rayonner internationalement,
c'est à travers l'économie en fait qu'elle prospère. C'est ça la vision un peu de l'aménagement du territoire et de la vie. Et ça, c'est contradictoire avec le fait d'avoir un territoire écologique, quoi, et un habité écologique. Et du coup, elle veut jouer sur les deux tableaux, mais en pratique, elle choisit très clairement le tableau de l'économie et du profit, quoi. Peut-être juste le fait que ce qui m'a semblé bien c'est aussi la présence de tant d'associations aujourd'hui en témoigne, c'est que c'était important de faire des pétitions, d'aller voir le maire, d'essayer de dialoguer avec lui, mais c'était aussi important d'occuper les jardins, de continuer à faire, à planter des choses, à cultiver. Et occuper cette maison, c'était encore une autre stratégie pour la défense des jardins. Et je pense qu'aujourd'hui, les luttes, elles gagnent à utiliser plusieurs tactiques comme ça, tout un éventail de stratégies différentes, parce que juste aller aller voir les élus et leur demander de faire changer les choses, ça suffira pas, quoi. Donc il faut vraiment, je pense, utiliser toutes les cordes qu'on a à nos arcs et réussir à coopérer avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes tactiques que nous, mais qui peuvent aussi apporter des choses, quoi, aux luttes aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez d'être allé dans cette maison? Est-ce que le jeu en valait la chandelle quand on voit ce contrôle judiciaire strict? Je pense que tous et toutes, on a refait cette nuit-là 1000 fois dans nos têtes en se disant qu'on aurait pu faire autrement. Mais pour ma part, je me suis jamais dit que j'aurais dû ou j'aurais voulu ne pas le faire. J'aurais voulu le faire autrement, bien sûr, parce que on s'est rendu compte de plein d'erreurs qu'on avait fait plein de choses qu'on aurait pu faire mieux. Mais je regrette pas du tout. Pierre Jeannot, je suis avocat au barreau de Grenoble. Alors, il y a donc eu 6 mises en examen avec des contrôles judiciaires qui ont été plus ou moins modifiés depuis. Autrement, on a un dossier qui est un petit peu en stand-by, on va dire, pour l'instant, qui évoluera, à mon avis, que très peu dans les mois qui vont arriver, je pense. Je dirais simplement qu'au stade des diligences, si vous voulez, dans ce dossier, il y a eu le temps de la sidération, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire un ballon de baudruche qui s'est dégonflé au fil du temps, puisque aujourd'hui, ce que nous savons de l'enquête, et du moins de la sensibilité de ceux qui ont enquêté, c'est qu'on était clairement pour eux sur un dossier d'envergure qui mêlait l'ultra-gauche, et ce qui d'ailleurs a amené des déploiements de moyens complètement disproportionnés par rapport bien évidemment aux infractions qui sont reprochées, et qui s'inscrit un petit peu dans un courant, j'allais presque dire entre guillemets un peu idéologique, où on mobilise l'appareil d'État et notamment les services de répression pour annihiler, tuer dans l'œuf des mouvements locaux qui bien évidemment sont très loin d'avoir et de représenter un danger pour l'État. Que ce soit bien évidemment au stade de la dégradation de soi-disant biens, bien évidemment de l'absence d'atteinte à l'intégrité de quelque personne que ce soit. Donc en fait, on a eu cette perception-là, je pense, au début du dossier. Et puis aujourd'hui, il y a effectivement des démarches qui seront initiées pour demander la nullité des mises en examen, tout simplement parce qu'au niveau des chefs d'accusation, on a tellement été excessif que quelque part, on a aussi amené à mobiliser l'appareil sur des infractions qu'on réserve normalement aux très grandes organisations criminelles, que ce soit lorsqu'on parle notamment d'associations de malfaiteurs.
Quand vous demandez la nullité, c'est que vous constatez que, revenant sur cette histoire d'association de malfaiteurs, en vue de préparer des actes visant à la dégradation d'un bien, il faut quand même qu'il y ait un minimum de préjudice. Et d'ailleurs, la loi, elle a été construite autour de ça. C'est-à-dire que quand on ouvre une information judiciaire et qu'on parle d'une association de malfaiteurs et qu'on s'aperçoit qu'à la fin on retrouve un tournevis et qu'on n'est même pas capable de dire ce qui visiblement a été bien évidemment dégradé dans un environnement dont je rappelle qu'il sera détruit tout simplement et qu'il est actuellement détruit, qui était voué malheureusement à la destruction, c'est quand même très compliqué d'expliquer qu'on aurait créé un trouble à l'ordre public et qu'on aurait dégradé un bien de telle manière à ce que, un, cette information soit ouverte et que, deux, on mette des gens et des militants sur des durées de garde à vue qui sont complètement disproportionnées par rapport aux enjeux. Mais encore une fois, je reviens à cette histoire de sidération, c'est-à-dire que si vous connaissez un petit peu la procédure, on a même un moment essayé de faire un lien entre la destruction d'une antenne relais et cette mobilisation, enfin ce repérage, parce que ce n'était qu'un repérage. De la même manière, on essaie de faire et de distiller dans l'opinion publique le fait qu'on aurait pu aussi atteindre les caténaires, voire des installations de voies ferrées. Vous voyez à quoi je veux vous faire venir. Et donc tout ça, c'est créer un non-événement sur la place de Grenoble pour s'attaquer en fait clairement à un mouvement autonomiste qu'aujourd'hui le parquet n'arrive pas à poursuivre, du moins des personnes qu'on n'arrive pas à identifier, et on fait des confusions complètes et totales sur des mouvements qui n'ont strictement rien à voir et sur des mobilisations qui bien évidemment sont complètement différentes. Donc ça prouve bien que c'est aujourd'hui des pouvoirs publics, un ministère public qui ne connaît rien bien évidemment à l'action militante et à l'action émergente de ces militants qui aujourd'hui s'inscrivent dans des revendications qui sont légitimes et qui utilisent des moyens dont je pense qu'à terme la justice reconnaîtra qu'ils sont bien fondés. Vous savez qu'aujourd'hui, on suit les procès sur les décrocheurs. Il y a beaucoup de tribunaux correctionnels qui commencent à parler de liberté d'expression, qui parlent bien évidemment de la notion d'état de nécessité, et que ce sont des notions qui aujourd'hui arrivent, malgré le fait qu'on ait eu soi-disant des dégradations ou des vols, à prononcer des relaxes. Donc je pense que le corps judiciaire, il est en train d'être sensibilisé, et qu'aujourd'hui l'ultra-nécessité, celle de préserver le vivant, elle est aujourd'hui ressentie face aux incuries de l'État comme étant des mobilisations et des moyens d'action qui sont légitimes. Voilà. Et je pense que ce dossier, c'est ça. C'est ce que vous allez mobiliser, l'état de nécessité? Entre autres, on va surtout dire que on a pris un bazooka pour abattre une mouche. Enfin bon, aujourd'hui, quel est très honnêtement l'état du trouble à l'ordre public? Moi, je voudrais qu'on m'explique, c'est quoi? Il n'y en a absolument pas. Donc déjà, ça c'est un premier élément. C'est comment peut-on envisager de mobiliser autant de moyens, d'ouvrir des informations judiciaires qui doivent être réservées aux grands délits ou à la grande criminalité, pour finalement placer ces militants dans le même état et auprès de l'opinion publique comme étant des gens et des personnes qui atteignent les plus hauts intérêts de l'État, puisque c'est un petit peu ça dont on parle. Donc vous voyez bien qu'il y a un combat idéologique là-dessus. Le tissu social autour d'un jardin, c'est un trouble à l'ordre public. Alors justement, sur ce projet, il gêne beaucoup parce que c'est un projet, les jardins et la transformation des jardins en logement, parce que moi je dis c'est pas du logement social, ça n'est que très peu de logement social, et c'est un peu ça le problème si vous voulez, c'est qu'on veut dire que des militants qu'on appelle activistes viennent réfréner et limiter du logement social. Il faudra tout de suite que cette idée s'arrête de courir, parce que c'est tout simplement pas ça. C'est une partie de logement social financée par la promotion immobilière privée. Le deuxième point du dossier, c'est une collectivité qui s'appelle la Métro, qui a servi de portage foncier pour justement faire à ce que ces jardins ne soient plus des jardins. Il faut que la Métro le reconnaisse. Elle fait effectivement des plans climat, air, énergie qui recommandent de la végétalisation, qui recommandent de l'absence d'artificialisation, et ce projet, il est exactement à l'inverse de sa grande communication politique. Donc en fait, c'est évident que ces jardins qui étaient un lien social et qui ramènent finalement tout un ensemble d'habitants dans un urbanisme dense vers les réalités de la nature et du lien de la nature.
C'était un projet qui, bien évidemment, souscrivait complètement aux grands schémas qui sont développés dans les grands plans, et notamment le plan climat et énergie de la métro. Donc, quelque part, comment peut-on aujourd'hui le justifier ? Ça va être un vrai débat. Et si le débat vient dans les juridictions, c'est comment aujourd'hui on peut justifier ce projet-là, et en quoi cette action-là serait un trouble à l'ordre public, parce que justement elle ne fait que ramener les pouvoirs publics aux obligations et aux engagements qu'ils tiennent auprès de l'ensemble de l'opinion publique, et qui se traduit parfois des engagements en termes d'urbanisme. Parce que c'est aussi ça qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des engagements en termes d'urbanisme. Le PLUI, c'est quelque chose de sérieux, le PCAET, c'est quelque chose de sérieux. Ce ne sont pas des recettes qu'on livre comme ça, ce sont des engagements que prennent l'ensemble des élus vis-à-vis d'une population. Et donc ce jardin, c'est typiquement ce projet-là, et il doit pouvoir exister et il doit pouvoir être revendiqué. Dans le projet, il y a un toit végétal, ça va pas faire... Bien sûr. Vous savez, on travaille sur Nerpic. Sur Nerpic, de la même manière, ce sont les mêmes projets, comme la 480, ils nous mettent toujours des arbres. Ils détruisent des hectares de nature qui ont mis des centaines et des milliers d'années à se constituer, et ils viennent planter, végétaliser, et nous mettre du vert, et rassurer les esprits, et donner l'illusion que. Il y en a marre de ça. Il y en a marre parce que c'est une instrumentalisation par les agents économiques de l'écologie pour laquelle on se bat au quotidien, enfin pour laquelle ces militants se battent. Et c'est insupportable de faire du greenwashing à ce niveau-là. On ne peut plus continuer à instrumentaliser les esprits, manipuler, en disant qu'on met un peu de vert et que ce vert, ce sera notre bonne conscience. Non, la bonne conscience, c'est de laisser l'état de la Terre tel qu'elle était, avec les espèces qui la peuplaient, et de faire à ce que des gens puissent gratuitement donner de leur temps pour, sur un projet commun, reprendre du lien avec la nature et permettre sur un bout de terrain de pouvoir ici et là avoir des plantations, pouvoir en bénéficier, pouvoir les partager, pourquoi pas les vendre, mais en tout état de cause, pas en faire ce qu'on est en train d'en faire. Donc, vous savez, on se bat, et ces militants se battent pour des centimètres carrés, pour des mètres carrés. Et il n'y a rien d'illusoire, il n'y a rien de symbolique. C'est qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels que tout à chacun doit se battre pour ces mètres carrés autour de chez eux. On ne pourra peut-être pas sauver l'Amazonie, c'est clair. Par contre, chez nous, en local, on peut le faire. Et c'est clairement ça la désobéissance civile. C'est le fait d'aller au-delà de ce que les pouvoirs publics devraient nous imposer, pour agir en conscience et dans l'état d'une conscience citoyenne. Et c'est totalement ce qui a été fait. Et si ce débat-là, nous avons l'occasion de le soutenir devant une juridiction, c'est précisément ce que nous ferons. Relation avec le jardin, cet endroit, je le connais depuis 58. Hein. Vous montez là, vous allez prendre votre sac à dos, vous regardez quand il fait beau et tout ça. Là, ici, c'est Grenoble, puis là, c'est un delta, Saint-Martin-de-Vinou jusqu'à Saint-Égrève. Au début, là, il y a l'autoroute, le fleuve, les rails, la route normale. C'est tout un ensemble et tout ça. Tout ça pour dire que quand on a un petit bout de terrain, eh ben non, il bétonne. Quand on sait que Grenoble c'est vert, Grenoble c'est ceci, Grenoble c'est cela, eh ben notre petit terrain là, hein, ils ont voulu passer à la casserole. Alors ça a été précédemment, il y a eu
permis de construire. Et à ce moment-là, nous, les militants, globalement, j'incrimine personne, on a un peu retardé et c'était un peu tard. Il y a eu recours gracieux, j'en ai fait partie, puis après contentieux, non. Contentieux, il y avait 4 têtes de pipe, il y avait 4 individus, plus une association qui s'appelait Grenoble, Vivre à Grenoble. C'est les gens qui ont fait le recours contentieux qui est quand même, c'est sérieux. Des grandes boîtes comme Cogedim, les sociétés internationales et tout. Les huissiers ils sont venus chez les gens en leur faisant peur attention, vous allez payer ceci, cela. Bon, les gens se sont retirés les 4, sauf la sauce. Voilà. Là, il y a eu une grosse opposition et tout. Le maire, le nouveau, 35 ans, bon. Lui, il dit je ne suis pas partie prenante. Dès qu'il y a un article, il n'a rien à voir. Il est président. Le mec, il a tout. Il a 35 ans. Je reçois très souvent le bulletin du bulletin municipal. Alors là, il s'occupe des sentiers de randonnée. Voilà. Mais c'est extraordinaire parce que quand on va dans la nature, c'est extraordinaire. Moi, tout ça pour vous dire quoi ? Ben moi, un prolo, je vais pas aller me balader là-bas à Col de Clémenceau à 1200 mètres. Eux les Bouges, ils font les... Bon. Nous, on veut un petit endroit vert, frais, quand il fait frais. Voilà. Mais il va apprendre la vie, le petit garçon. Et entre autres, moi je l'appelle le palindrome, vous pouvez écrire. Vous connaissez le palindrome, ici, Eh bien moi je vais en dire peut-être un autre parce que c'est élu par cette crapule. Vous la connaissez ? Eh bien, élu par cette crapule, c'est un palindrome. Et lui, il s'appelle Laval. C'est pour ça. Laval, c'est un palindrome. Voilà. La Bussrade, c'est évidemment, je ne sais pas si tu connais l'endroit, c'est pas très grand, on parle de 5000 m². Il est tout à l'heure, mais oui. Malgré tout, ça a réussi, ça a eu un rôle fédérateur sur l'agglomération grenobloise. C'est pour ça qu'il y a autant de monde finalement. Et en fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que des Buissrates, il y aura plein partout finalement. Ce matin, là, je disais, à Aubervilliers, là, il y a un jardin qui est en train de se faire dézinguer pour les projets des Jeux Olympiques. Donc c'est la même logique en plus grand, quoi. Donc c'est toujours là. Donc faut pas, voilà, c'est juste, les regards se sont portés sur la Buissrade, sur le bassin grenoblois, mais même sur le bassin grenoblois, il y en a d'autres des Buissrades. Et des 7 mises en examen, il y en aura d'autres. Donc faut pas perdre de vue, évidemment, faut pas se trouver que c'est il ne s'agit pas que de la Buissrade. Donc l'avocat disait que c'était pas une valeur symbolique. Néanmoins, si, puisque c'est comme ça qu'il a fédéré dans le bassin grenoblois, de la même manière que Nerpic va fédérer, j'espère. Est en train de fédérer. C'est pour ça qu'il faut soutenir toutes les Buissrades. Toutes, ou alors en choisir certaines. Nerpic va probablement recevoir beaucoup de soutien. Finalement, ce qu'on voit là, c'est une gesticulation du lion blessé, quoi, qui devient de plus en plus... ces élus là qui gesticulent, pour défendre un monde du XXe siècle parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils gesticulent plus on s'éloigne du XXe siècle, plus ce modèle est obsolète et plus ils doivent gesticuler fort. Là, ils gesticulent de façon violente avec les 7. Cette violence, elle va devenir de plus en plus forte. Des 7, il va y en avoir de plus en plus. Et puis, il y a beaucoup le mot de non-violence qui a circulé ici, de pacifisme, etc. Je pense que c'est un mot qui va aussi disparaître tôt ou tard du langage du militantisme. En réponse à la violence institutionnelle, parce que c'est clairement de la violence qui se passe sur les 7 là. Donc
Je pense que c'est en train de... S'ils n'arrivent pas à changer de logiciel, à quitter ce logiciel du XXe siècle, forcément ça va conduire à la violence. Ce sera peut-être c'est peut-être pas souhaitable de la part des militants parce que ça peut leur retomber sur la gueule. Mais ça va arriver de toute façon, puisque aussi, fort des exemples, on voit qu'il n'y a que la violence qui a conduit à des progrès, comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivins. Sivins, c'était une violence institutionnelle, mais il y a eu un martyr, et c'est ça qui a fait arrêter les travaux. À Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui se sont exposés physiquement, qui se sont mis en danger pour défendre le truc, et ça a fonctionné. Les gilets jaunes, s'ils ont obtenu gain de cause au début, c'est parce qu'ils n'ont pas eu peur de s'exposer et que le mot de pacifisme avait disparu du langage. Donc fort de ces exemples, c'est une notion qui va disparaître. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais moi je pense qu'il ne faut pas se cramponner à cette idée de pacifisme. Aujourd'hui, comment toi tu te sens par rapport à ce jardin c'est de la colère? Bon, oui, après, évidemment de la colère, et puis mais en même temps, on n'est pas étonné quand on voit le maire de Saint-Martin-le-Vinou, Sylvain Laval, tu vois les élus de la métro ou quoi. Enfin, ils sont tous, c'est tous des sortes de petits Macron à leur façon, des petits bonshommes qui gesticulent. Donc c'est compréhensible en fait. On est bon. Donc en colère, oui, parce qu'ils n'ont pas d'imagination pour sortir du XXe siècle. Malgré tout, c'était assez prévisible depuis le début. L'issue de ce jardin, elle était connue depuis 2 ans. On ne s'est pas fait beaucoup d'illusions, si tu veux, mais l'état d'urgence sanitaire a aidé à la destruction. Ah bah oui, enfin bon, ils s'en défendent en disant que la date était prévue de longue date, mais effectivement ils sont arrivés avec les pelleteuses le premier jour du reconfinement, effectivement. Oui. Ils disent que c'est le hasard du calendrier. Voilà, c'était là encore c'était une scène de violente. Moi j'y étais pas, mais bon, si la police n'est pas capable de gérer 10 personnes autrement qu'en les gazant et en les maltraitant. Donc ça c'était une scène de violence. Il y en a eu 3 événements violents finalement à Billesrat. Il y a eu celui-là où Chloé s'en est pris plein la gueule. J'ai vu sur les vidéos. Il y avait eu la Vélorussion, je ne sais pas si tu avais entendu parler. Donc on avait fait une Vélorussion. Tu peux expliquer ce que c'est? La Vélorussion, c'était une démonstration à vélo pour faire valoir l'importance de la Buissrade. On avait circulé dans Grenoble avec comme destination finale les jardins de la Buissrade. Bien entendu, l'accès nous était interdit au jardin, mais avant même de pénétrer dans les jardins, il y avait plus de CRS que de vélos qui étaient présents. Il y avait une centaine de vélos, une centaine de CRS, match nul quoi. Les CRS étaient venus de Marseille pour ça, pour empêcher 100 cyclistes de circuler. Si c'est pas de la violence, ça quand même, je sais pas très bien ce que c'est quoi. Donc j'ai causé avec le chef des flics qui était là. Je sais pas ce qu'il est, le commissaire de police à la métro, il me disait. Alors je sais pas s'il y a un commissariat de police à l'échelle de la métro, mais bon, en gros c'est son périmètre. Et on a discuté paisiblement et à mi-mot il convenait que c'était pour nous effrayer, qu'il avait déployé autant de forces armées. C'était pour terroriser les gens. Enfin, et donc je pense que ça a très bien marché sur la population locale. Ça, c'était les gens en avaient marre, étaient inquiets de voir les flics tout le temps sous leurs fenêtres. Ceux qui n'étaient pas bien au courant, ils étaient inquiets quoi. Pourquoi il y a autant de flics sous mes fenêtres quoi. Ça les a fait flipper. Les manifestants, ça les a pas trop fait flipper. Voilà, bon. Oui, bon, il y a les flics, bon, okay. On joue à cache-cache un petit peu, puis on s'en va quoi. Et puis voilà, donc ça c'était le deuxième événement violent, et puis évidemment le troisième c'était l'interpellation des 7. Voilà, donc c'est à chaque fois qu'on a eu affaire à une discussion, c'était sur le mode de la violence. Néanmoins une fois en tant qu'association on a été reçus à la mairie. Bon, ils nous ont reçus en pure formalité, enfin ils nous ont pas écoutés du tout. Avec
Sylvain Laval. Sylvain Laval, ouais, et puis les adjointes, et puis donc on était quelques-uns de... Mais bon, ça a été complètement stérile, évidemment. Il n'allait pas nous dire « Ah bah pardon, j'avais pas compris l'importance des jardins de la Busserade, excusez-moi, je vais défaire le projet. » Bon, évidemment, il n'allait pas nous dire ça. Nous, on va sûrement le contacter pour voir ce qu'il en pense. Est-ce que toi, tu aurais une question à lui poser ou quelque chose en particulier à lui dire? Ouais, c'est mon voisin, du coup je sais bien où il habite. C'est dans la partie un peu haute de Saint-Martin-de-Vinou, la partie bourgeoise de Saint-Martin-de-Vinou. Juste derrière chez lui, là, il y a 5000 mètres carrés qui viennent d'être défrichés pour construire un pavillon, une villa gigantesque. Et puis une autre partie qui continue à être défrichée, je ne sais pas pourquoi. Et je voudrais lui demander s'il a pensé à préempter le terrain pour mettre des logements sociaux à cet endroit-là. Puisqu'il paraît qu'il faut construire des logements sociaux de toute urgence, il me semblait que c'est un terrain qui est assez vaste et qui pourrait accueillir un certain nombre de logements sociaux. Du coup, fin décembre, on a pris contact avec la mairie par téléphone et le 4 janvier, ils nous ont écrit « Suite à notre entretien téléphonique, Monsieur Laval ne voit aucun inconvénient à répondre à vos questions. Pourriez-vous me les faire parvenir par écrit? Il y répondra dès que possible. » Donc dès le lendemain, on envoie nos questions. Donc voilà ce qu'on a écrit. Monsieur Sylvain Laval, vous êtes maire de Saint-Martin-le-Vinou et vice-président de la métropole grenobloise. Une métropole fière de protéger la nature, notre bien commun. Citation. Autre citation, de sensibiliser à la protection de la biodiversité. Et dernière citation, de son innovation dans la relation aux citoyens et usagers. Du coup, 3 questions. Numéro 1. Dans ce cas-là, pourquoi ne vous opposez-vous pas à la destruction des jardins de la Busserade? Question numéro 2. On ne comprend pas bien où est ici la protection du bien commun, de la biodiversité et de la relation aux usagers, quand ce qu'on observe en réalité, ce sont des armées de CRS et des tractopelles. Comment vous vous situez par rapport à ça? Et puis 3e question. Est-ce que la protection de l'environnement, c'est en réalité sa destruction? Est-ce que l'engagement écologiste d'un élu, c'est la répression policière des militants écologistes? Cordialement, les stagiaires Floraison. Et puis le 8 janvier, on a reçu un message. Bonjour, vous comprendrez certainement qu'au regard du caractère partial et de l'angle fortement accusateur de ces questions, il n'apparaît pas possible de répondre à vos questions dans ce contexte. Nous vous remercions néanmoins de l'intérêt que vous portez aux actions de la métropole et à la ville de Saint-Martin-le-Vinou. Ouais, voilà, c'est la fin de ce reportage à caractère partial et à l'angle fortement accusateur, du coup. Merci d'avoir écouté. Partagez si vous a plu. Soutenons tous les collectifs en lutte quand nous en avons la possibilité. Et puis à bientôt sur Floraison. ZAD partout. Vive la liberté et vive l'anarchie. Des stagiaires en balade.